Madame la présidente des régions de France, mes chers collègues, présidentes et présidents des régions de métropole et des Outre-mer, Madame la ministre de l'Aménagement du Territoire et de la Décentralisation, chère Françoise Gatel, qui n'a pas oublié ses racines sénatoriales, Madame la sous-préfète, je voudrais saluer mes collègues députés et sénateurs. Permettez-moi d'avoir une mention particulière pour les sénateurs des Yvelines qui sont ici présents. Bien sûr, Sophie Primas, qui a rejoint le Sénat après une période ministérielle particulièrement intense. Martha Tsidra, j'ai vu Ghislaine Séné tout à l'heure et je dois excuser Michel Laugier et Martin Lévrier, mes collègues sénateurs du département. Saluer les présidentes de Césaire et le président de Césaire de France, Dominique Vienne. Saluer tous les collègues conseillers régionaux qui sont ici, les collègues élus, mais aussi les agents de nos collectivités territoriales. C'est, me semble-t-il, eux aussi qui sont les acteurs de la vie au quotidien de nos collectivités, mesdames et messieurs. Permettez-moi de vous dire combien je suis heureux de me retrouver à nouveau, car je suis fidèle, c'est vrai, Madame la Présidente, pour ce 21e congrès des régions. Versailles, un excellent choix. Eh oui, un excellent choix, chère Carole, que les Yvelines, ils nous sont chers. Une ville qui, en cette année 2025, est un véritable symbole. Certes, symbole du grand siècle, certes, symbole du siècle des Lumières, du serment du jeu de paume, vous l'avez rappelé, Madame la Présidente, mais aussi symbole de la République. C'est effectivement à Versailles qu'est née la Troisième République. Et c'était en 1875, il y a 150 ans. Sur un amendement, pour réfléchir pour les futures majorités, adopté à une voix près, l'amendement Vallon. La République est née ici, avec une seule voix d'avance dans l'amendement qui était proposé. 3 amendements ont complété pour former la Constitution de 1875 qui consacrera le bicamérisme, dont une chambre qui représente les territoires, et verra donc la création du Sénat. Depuis cette période, le Sénat incarne la continuité de la République, un rôle d'autant plus important dans le contexte actuel, et il est le promoteur de valeurs qui constituent le socle de notre nation. Et vous l'avez rappelé, Madame la Présidente. Dois-je rappeler que l'école laïque et obligatoire est née en 1881. Dois-je rappeler que la liberté de la presse est née en 1881. La liberté d'association, la loi de séparation de l'Église et de l'État, dont nous allons fêter les 120 ans en décembre prochain. Mais aussi l'organisation communale. Chers collègues, le droit de délibération et d'assemblée communale, c'est 1884. Et c'est aussi 82-83, le grand souffle de la décentralisation proposé par François Mitterrand et Gaston Defferre, puis Jacques Chirac en 2003. Des rendez-vous incontournables. Valérie Pécresse a dû nous quitter, mais je dois dire que j'aurais dit, si elle avait été là, que la région capitale est en train d'opérer une vraie transformation, notamment en matière de mobilité. En effet, depuis 10 ans, et la régionalisation des transports, nous assistons ici à une véritable révolution ferroviaire avec le développement de nouvelles lignes de métro, l'extension des lignes actuelles et le dynamisme que cela génère et générera en termes économiques comme touristiques. Les Jeux olympiques et paralympiques de Paris ont parfaitement montré les enjeux des mobilités d'aujourd'hui. Mobilité, Madame la Présidente, une mission essentielle des régions, avec le développement de l'offre ferroviaire, des services express régionaux, mais aussi des petites lignes qui doivent desservir des territoires plus reculés et qui n'est pas sans poser des questions d'un point de vue financier. Ça me rappelle un congrès, n'est-ce pas, de régions. Des propositions pour la rénovation des infrastructures ont été formulées dans le rapport Ambition France Transport de Dominique Bussereau. Madame la ministre, nous espérons que ça aboutira à une loi cadre. C'est ce qu'a annoncé le ministre des Transports. Saluer la
nouvelle ministre de l'Aménagement des Territoires et de la Décentralisation, qui connaît parfaitement les collectivités, qui est d'ailleurs à la source d'un certain nombre de textes que je vais évoquer dans un instant, et qui est chargée d'une mission délicate, proposer un nouvel acte de décentralisation. Quelques mots sur le contexte national que vous avez évoqué les uns et les autres. Depuis 16 mois maintenant, notre pays est soumis à des vagues d'incertitudes permanentes, avec une majorité très relative, qui a entraîné des changements de gouvernement successifs. J'en suis dans cette période, moi, en 2 ans et demi, à mon 182e ministre différent dans le panel des questions d'actualité au gouvernement, ce qui m'oblige à, quelque part, une gymnastique intellectuelle permanente, chaque mercredi à 15 h. Et face à cette instabilité, les collectivités territoriales, et là je suis très sérieux, des communes jusqu'aux régions, en passant par les départements, apparaissent comme le ciment de notre République, les véritables acteurs du quotidien des citoyens. Le thème de votre congrès, Madame la Présidente, le souligne. Les régions, c'est écrit là, des territoires solides pour une France forte. La dernière enquête de l'IFOP que vous avez commandée montre très bien l'envie de nos concitoyens de faire davantage confiance aux territoires, plutôt qu'à un État central qui leur semble souvent trop loin et déconnecté des réalités qu'ils vivent au quotidien. 76% des Français interrogés souhaitent que les pouvoirs de décision se trouvent plus au niveau régional qu'à Paris, à méditer pour un gaulliste comme moi. Alors oui, les régions sont des territoires solides et jouent un rôle majeur. Un rôle par les politiques publiques que vous mettez en place en matière de mobilité, je l'ai évoqué, mais aussi dans le domaine de la biodiversité et de la transition énergétique. Vous jouez en cela un rôle de stratège, avec le STRADET par exemple, ou en Île-de-France, le SDRIF-E. Votre compétence est aussi essentielle pour notre jeunesse. Je n'oublie pas que c'est vous qui préparez les citoyens de demain en offrant de bonnes conditions de travail dans les lycées, en les transportant, en les orientant, même si dans ce domaine, et j'y reviendrai, il faudrait davantage vous faire confiance et la culture du doublon un peu s'éloigner et disparaître. Je n'oublie pas le domaine universitaire et de la recherche, avec l'élaboration du schéma régional de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, et les investissements qui sont liés. Et bien sûr, je n'oublie pas la mission que vous assumez en matière de développement économique. Vous contribuez indiscutablement à l'attractivité de nos territoires. Et si la croissance de notre pays est meilleure que prévu, je pense que c'est parce que vous jouez un rôle de stabilité économique et pour la confiance économique. Je reprends vos propos de dimanche dans la tribune, Madame la Présidente. Le lien souvent personnel, aussi que président de région, vous entretenez avec les chefs d'entreprise et qui facilite l'ancrage et le développement économique. Sur ce sujet, je sais vos inquiétudes, notamment concernant l'évolution des aides européennes. Je voulais aborder ce sujet. Et notamment la politique agricole commune qui est au cœur de la construction européenne et dont les enjeux sont structurants pour notre agriculture, mais bien au-delà. Nous avons adopté au Sénat une résolution en janvier et un avis politique en juin pour demander un budget stable en euros constants, donc y compris l'inflation. Une politique agricole commune sanctuarisée, non fondue dans des enveloppes plus grandes, et enfin une PAC qui ne soit pas à la carte pour les États, afin d'organiser une concurrence déloyale sur notre continent. La Commission européenne propose l'inverse, en fusionnant dans une seule enveloppe, avec un budget qui sera amputé pour la France de plus de 21%. Voilà pourquoi au Sénat, nous avons décidé de réactiver notre groupe de suivi de la PAC pour maintenir la pression sur le gouvernement et les instances européennes et éviter la renationalisation des politiques européennes. C'est un sujet extrêmement important, car, Madame la Présidente, vous l'avez dit, en plus Bercy remettra la main sur les enveloppes qui seront données, et il en sera fini. Mais oui, d'une relation directe avec les régions. C'est parce que nous sommes convaincus au Sénat que c'est par la proximité que nous répondrons aux défis de demain, que nous sommes favorables à ce qu'un nouveau souffle de liberté rejaillisse sur les collectivités, qu'on renoue
avec l'esprit des lois de décentralisation, j'ai évoqué 1982 et 2003. Un sentiment que je crois nous partageons avec l'ensemble des régions, quelle que soit leur sensibilité. Nous avons eu l'occasion d'échanger avec vous à plusieurs reprises et encore ces dernières semaines. Alors, quand le Premier ministre m'a écrit sollicitant les propositions du Sénat en matière de décentralisation, il n'a pas fallu attendre très longtemps pour répondre. En effet, tout existe. Un rapport de Philippe Bas et Jean-Marie Bockel en 2020 qui formulait 50 propositions pour le plein exercice des libertés locales. Un nouveau rapport de juillet 2023, n'est-ce pas, Françoise Gatel, Mathieu Darnaud, François-Noël Buffet, qui formulait 15 propositions pour rendre aux élus locaux leur pouvoir d'agir, mais aussi des rapports intéressants, ceux de Éric Woerth, de Boris Ravignon, et bien sûr le dialogue que nous avons avec les 3 grandes associations d'élus. Il ne faut pas, selon moi, un grand Big Bang territorial, mais je vous le dis, sinon on se retrouvera de congrès en congrès. Et comme moi j'en suis à mon 4e président de la République bientôt, je dois vous dire que j'entends parler de ça depuis un certain temps. Il nous faut une loi simple, concrète, à horizon bref, qui aide les élus dans leur quotidien. Simple, concrète, à horizon bref. C'est dans cet esprit que j'ai adressé vendredi un rapport dont le titre est clair, « Un nouvel acte de décentralisation pour redonner aux élus locaux la liberté d'agir ». C'est le fruit, donc, d'un travail des groupes du Sénat de la plateforme commune, elle existe bien au Sénat, et qui reprend les grands principes édictés dans nos travaux précédents, mais aussi des apports des groupes d'opposition et minoritaires qui font partie de l'ensemble des propositions que nous faisons. Les principes de notre rapport, je voudrais simplement les rappeler devant vous. Libre administration et subsidiarité au cœur de la réforme. Les objectifs sont simples, libre administration des collectivités. Pour cela, il est indispensable, Madame la Ministre, de clarifier les compétences, non pas tant entre collectivités, mais entre l'État et les collectivités. Je pense, concernant les régions, à la formation professionnelle, où le panel d'acteurs intervenants, entre les OPCO, France Travail et vous-même, pour ne citer que les plus importants, ne permet pas l'efficacité maximale. C'est un ancien ministre du Travail qui vous dit ça. Il est indispensable de renforcer votre rôle en la matière, et quand on voit les montants en jeu, il est évident qu'une plus grande efficacité permettrait aussi de gérer les économies. Je rappelle en ce moment que l'Allemagne, dans cet automne des réformes, est en train de réfléchir à tout cela dans le cadre de la coalition allemande. Ça fait partie des sujets et des priorités de nos voisins d'outre-Rhin. Sujet aussi de l'orientation. Aujourd'hui, je sais les difficultés que vous rencontrez avec l'Office national d'information sur les enseignements et les professions. Il est impératif, là aussi, de vous donner davantage de latitude pour vous permettre d'exercer pleinement votre compétence et peut-être poser la question de l'avenir de l'ONICEP. Quant aux aides aux entreprises, un rapport du Sénat montre que le magma d'aide qui existe et la nécessité de les rationaliser. Là aussi, le rôle des régions peut être renforcé. Différenciation, vous l'avez évoqué, Madame la Ministre. Libre administration, subsidiarité, mais différenciation. Vous savez, le Sénat est favorable à l'inscription de la différenciation dans la Constitution. Nos territoires ne sont pas soumis aux mêmes problématiques et les réponses à y apporter ne peuvent pas être toutes semblables. Tout à l'heure, je croisais le président de la région Bretagne. Ils ont fait des propositions en 2023, réactualisées en 2025. Mais aussi Valérie Pécresse pour l'Île-de-France. De même, saluant nos collègues d'outre-mer, des collectivités d'outre-mer qui le souhaitent doivent pouvoir faire évoluer leur cadre institutionnel afin de disposer d'une plus grande liberté d'agir. Je voudrais saluer d'ailleurs le dernier arrivé dans le club des régions, le président Benissa Oussemi, dont le Parlement, répondant à l'attente des élus, a permis l'évolution de son département en collectivité unique de Mayotte, réunissant les compétences du département et de la région dans le cadre de l'effort de solidarité que nous devons faire, sur lequel, Madame la Ministre, je vous l'ai confié à l'oreille, pourra s'assurer que les crédits arrivent jusqu'aux communes dans les temps qui viennent. Notre collègue sénatrice de Mayotte l'a rappelé aux dernières questions au gouvernement. Par ailleurs, je le dis devant nos collègues ultramarins, le débat que nous avons eu récemment au Sénat sur le projet de loi Vie chère
m'a laissé un goût d'inachevé, avec sans doute un impact encore trop mineur sur la formation des prix outre-mer. Le sujet me paraît devoir être traité de façon plus globale. Ce n'est pas simplement une question de prix, mais aussi de souveraineté économique de nos territoires ultramarins, d'intégration régionale renforcée, mais aussi et surtout peut-être de pouvoir normatif, Madame la Ministre. C'est d'ailleurs le sens des vœux émis par les congrès des élus de Martinique, de Guadeloupe ou de Guyane, en faveur d'une domiciliation du pouvoir normatif, je reprends les mots. Quant à la collectivité de Corse, je l'ai croisé tout à l'heure, et pour que les choses soient claires, le président Simeoni, le projet de loi constitutionnelle sera examiné en premier lieu au Sénat. Et je le dis, nous sommes favorables à ce que la collectivité de Corse, Madame la Présidente, puisse disposer d'un pouvoir d'adaptation des lois dans certains domaines, du fait de son caractère particulier, mais je souhaite que notre Assemblée, pour être très clair, reprenne l'avis du Conseil d'État, afin que la reconnaissance de l'existence d'une communauté ne peut pas s'insérer dans les grands principes universalistes que nous avons invoqués tout à l'heure et qui nous ont rassemblés dans la Déclaration universelle, Madame la Présidente. Et c'est sans doute un point tout aussi important, s'agissant des possibilités d'adaptation des lois et règlements et de fixation de normes, il rend explicite le contrôle du Parlement, qui devra le faire dans un délai qui doit être bref, car si le délai n'était pas respecté, ce serait considéré comme adopté, mais je vous donne d'ores et déjà la position, je le crois, d'une majorité au Sénat pour cette collectivité. Enfin, autonomie financière et fiscale à retrouver. Depuis plus de 15 ans, les collectivités ont perdu pratiquement toute liberté financière et fiscale. Et comble de l'ironie, les rares recettes fiscales qu'il vous reste sont aux antipodes des compétences que vous devez développer. Je prends l'exemple des recettes liées à l'immatriculation des véhicules, alors que vous avez essentiellement des mobilités ferroviaires à prendre en charge. Il est donc nécessaire de refondre complètement le mode de financement des collectivités. C'est ce que nous proposons. Cette réforme passerait par 3 mesures. Renforcer l'autonomie fiscale, essentielle d'ailleurs au lien entre le citoyen et le territoire, attribuer les recettes en cohérence avec les compétences et les charges, et réformer la dotation globale de fonctionnement et les dispositifs de péréquation. Le Sénat propose le réexamen régulier par le Parlement des ressources attribuées par l'État aux collectivités territoriales. Enfin, en cette période de préparation budgétaire, je tenais à vous confirmer notre position, c'est la même que la présidente. Le gouvernement demande un effort de 4,6 milliards. Je vous le dis tout net, c'est inacceptable. Nous estimons que les efforts à réaliser ne peuvent pas dépasser 2 milliards. Nous nous retrouvons là, Madame la Présidente. En effet, nous savons le rôle moteur que vous jouez dans la cohésion de notre pays, ainsi que l'action que vous représentez en matière d'investissement. Vous vous rappelez d'ailleurs qu'entre 2019 et 2024, votre capacité d'investissement avait augmenté de 36% et que vous aviez doublé le budget dédié au transport. Donc, je pense que le Sénat sera à vos côtés pour défendre nos territoires, et pas par corporatisme, pas par clientélisme, parce que vous êtes avec les communes, les départements, ensemble 70% de l'investissement public dans ce pays. Vous avez aussi, et j'ai en tête, les craintes que vous avez quant aux évolutions des recettes des régions. Vous avez rencontré le rapporteur général, vous connaissez bien le président de la Commission des finances, je sais que votre capacité sur le rapporteur général et le président de la Commission des finances, je ne sais pas si Claude Raynal est là, mais en tous les cas, je sais que vous avez le fil direct aussi avec notre président de la Commission des finances. Enfin, vous l'avez évoqué, Madame la ministre, à décentralisation forte, il faut une déconcentration forte. C'est une position constante du Sénat. Il est indispensable de renforcer le rôle des préfets et la décision prise par le précédent Premier ministre, parce que nous sommes un pays qui oublions très rapidement, et notamment ce qu'il a présenté à Chartres, ce rôle particulier des préfets, préfets de région, préfets de département, dans la relation avec les collectivités, me paraît tout à fait essentiel. Il faut que les préfets retrouvent l'autorité sur l'ensemble des services de l'État, que nous ayons un interlocuteur clair pour que cette relation collectivité-État, parce qu'à décentralisation
forte, il faut un renforcement de la déconcentration et il faut un État territorial fort. Nous rejoignons d'ailleurs vos attentes, Madame la Présidente. Nous pensons qu'il faut effectivement questionner l'existence de certaines agences. Il y a pour ça un premier rapport de Christine Lavarde et de Pierre Barros. C'est la diversité. Pierre Barros est communiste, Christine Lavarde et les Républicains. Et nous questionnons cette multiplication d'agences qui ont été quelque part une mode, une dérive, et quelque part qui échappe aussi au contrôle du Parlement quand ça n'est pas au contrôle du gouvernement. Cette décentralisation doit se faire à l'aune d'une nouvelle manière d'aborder les relations entre l'État et les collectivités. C'est la confiance. Ce dont nous avons besoin, c'est de relations de confiance. D'ailleurs, ce pays a besoin de confiance. Confiance entre l'État et les élus locaux. Confiance aussi, pour simplifier. Alors, Madame la Présidente, les régions sont des territoires solides qui permettent à la France d'être plus forte. Vous avez évoqué l'Europe et vous avez parlé tout à l'heure de l'Europe de la paix. Permettez-moi de conclure avec les mots d'un des pères fondateurs de l'Europe, qui repose à quelques lieues d'ici, à Bazoches-sous-Guyonne, Jean Monnet, qui avait fait comme devise « Il n'est de défaite que celle qu'on accepte ». Eh bien, moi, je vous propose, à l'instar de Jean Monnet, eh bien, de ne pas accepter les défaites et qu'en ces temps difficiles, nous soyons capables, Parlement, collectivités territoriales et État, eh bien, de quelque part, conjurer la fatalité et espérer pour que vivent les régions, vive la République et vive la France.